Donc bonjour à tous, je m'appelle Margot Indivier et mon mémoire porte sur l'intérêt de la mesure des auto-émissions acoustiques provoquées par clic et des produits de distorsion dans le cadre de l'appareillage audioprothétique, et on a réalisé une analyse rétrospective des résultats audioprothétiques. Donc aujourd'hui, l'audiométrie tonale et vocale dans le calme et dans le bruit constituent les seuls tests mis à la disposition de l'audioprothésiste pour évaluer la fonction auditive de son patient. Et les traitements de signaux mis en place pour compenser cette perte d'audition sont pour les plus développés le contrôle automatique de gain par bande fréquentielle et la compression d'entrée. Cependant, ils ne permettent pas une analyse précise de fonctionnement de l'organe de Corti, et pour cela, la mesure d'auto-émission acoustique et de produits de distorsion permet d'appréhender le fonctionnement de la cochlée de façon plus précise et d'opter pour des stratégies différentes selon les patients. Donc cette étude fait suite à une étude d'un étudiant de Lille diplômé cette année, donc Guillaume Morand, et les patients étaient classés selon les caractéristiques suivantes. Donc une fréquence positive aux auto-émissions ou aux produits de distorsion suffisait à classer le patient comme positif à l'épreuve, et il fallait retrouver au moins une fréquence par oreille positive pour considérer le patient comme positif au test. Les critères retenus pour l'extraction des données étaient donc un taux de confiance supérieur à 80%, supérieur ou égal à 80% pour les auto-émissions, et un DP moins noise plus 2SD supérieur à 0 pour les produits de distorsion. Pour cette étude, du coup, Guillaume Morand a alors obtenu des résultats suivants. Donc, concernant le groupe de normaux-entendants, un normand-entendant est a priori un sujet qui présente des cellules ciliées externes fonctionnelles, et pour autant, il a retrouvé des patients au profil auto-émission négative. Concernant le groupe de surdité légère, on retrouve des patients aux produits de distorsion négative, alors que à cette intensité, à ce degré de perte d'audition, ils sont censés être positifs, puisqu'ils sont censés être présents jusqu'à 50 décibels de perte. Concernant le groupe de surdité moyenne premier groupe, là encore, on retrouve des sujets qui sortent des résultats attendus, puisqu'ils retrouvent des patients auto-émission positive, produits de distorsion positive, alors qu'à ces degrés de perte, on ne devrait plus retrouver ce genre de profil. On s'est alors demandé si les critères retenus précédemment n'étaient pas trop vastes, et du coup, pour l'étude qu'on a décidé de mener, on a décidé de réaliser une étude par canaux fréquentiels en conservant les mêmes critères de positivité pour les auto-émissions et les produits de distorsion. Donc je rappelle le protocole. On a réalisé une otoscopie à visée audioprothétique, une audiométrie tonale haute fréquence liminaire et supraliminaire avec et sans appareillage, une audiométrie vocale dans le calme, au casque oreille par oreille, puis en champ libre avec et sans appareil, une audiométrie vocale dans le bruit, donc au Pharmatrix, en champ libre avec et sans appareil. On a passé les appareils en chaîne de mesure et on a réalisé la mesure d'auto-émission acoustique provoquée par clic et des produits de distorsion. On va pouvoir passer aux résultats des auto-émissions et produits de distorsion. Donc, concernant le groupe entendant, on s'attend à avoir, donc sont représentés en rouge les auto-émissions négatives et en bleu les produits de distorsion négatives. Et pour le groupe entendant, on s'attend à avoir un tableau entièrement blanc avec des cellules ciliées externes qui sont fonctionnelles sur l'ensemble des fréquences. Pour autant, on retrouve quand même des patients avec des fréquences négatives aux auto-émissions et aux produits de distorsion, et parfois même sur l'ensemble des fréquences. Quand on s'intéresse au nombre de fréquences atteintes, on se rend compte qu'à partir d'une fréquence atteinte au niveau des auto-émissions, il n'y a pas de dégradation significative de l'intelligibilité dans le calme. En revanche, à partir de 2 fréquences atteintes, on se rend compte que le SRT50 est dégradé de façon statistiquement significative avec un petit p égal à 0,015. Et par contre, pour les produits de distorsion, à partir d'une fréquence atteinte, on a une dégradation statistiquement significative du SRT50. On a ensuite comparé du coup les SRT50 entre les oreilles saines, c'est-à-dire les oreilles 100% auto-émission plus produit de distorsion plus sur l'ensemble des fréquences, et les autres, c'est-à-dire les oreilles avec au moins une fréquence atteinte sur au moins l'un des 2 tests. Là encore, on retrouve une dégradation statistiquement significative du SRT50 avec un petit p inférieur à 0,05. Concernant, on s'est intéressé également aux auto-émissions négatives, et on se rend compte que les sujets auto-émissions négatives sont également les sujets les plus âgés, avec une différence statistiquement significative de l'âge. On passe en moyenne de 28 ans à 50 ans.
On va pouvoir passer au groupe de surdité légère. Là, on retrouve encore un tableau de produits de distorsion majoritairement bleu, alors qu'à ce degré de perte d'audition, on devrait retrouver des fréquences, des cellules ciliées externes fonctionnelles pour les produits de distorsion, puisqu'ils permettent de tester les hautes intensités, les fortes intensités. Donc, c'est pas ce qu'on attend par rapport à la perte d'audition légère. Par contre, lorsqu'on regarde au niveau du score de SRT50, du coup, il n'y a pas de différence statistiquement significative ni pour les auto-émissions ni pour les produits de distorsion. Au niveau du groupe de surdité moyenne premier groupe, on retrouve du coup toujours la même configuration. Cette fois-ci, on n'attend plus d'auto-émission positive à ce degré de perte, et pour autant, on a quand même des patients qui présentent des cellules ciliées externes encore fonctionnelles et qui répondent encore positivement au test. Là encore, quand on regarde le SRT50, il n'y a pas de différence statistiquement significative. On va pouvoir décrire deux cas cliniques. Donc, le premier appartient au groupe normand-entendant. Il a une perte tonale moyenne de 20 dBHL sur les deux oreilles, un SRT50 de respectivement 15 dBHV et 12 dBHV à droite et à gauche, et un SIB50 de moins 3,3 dBRSB au Framatrix. Quand on regarde de plus près l'audiométrie tonale, on se rend compte qu'il y a une perte dans les extrêmes aigus, mais c'est des fréquences qui sont habituellement pas testées au-delà de 8000 Hz dans l'audiométrie conventionnelle. Donc il correspond au profil du normand entendant. Quand on regarde au niveau des auto-émissions et des produits de distorsion, donc les auto-émissions en haut, les produits de distorsion en bas, le rouge représentant le bruit parasite, on se rend compte qu'il y a quand même des fréquences négatives qui ne répondent pas aux auto-émissions ou aux produits de distorsion. Et c'est confirmé par le tableau Excel, du coup les données Excel. On se rend compte qu'il y a une oreille qui est complètement négative aux auto-émissions, majoritairement négative au niveau des produits de distorsion, pareil pour l'oreille contralatérale. Donc on est en mesure de se demander si ce patient peut réellement faire partie du groupe contrôle, vu le nombre de cellules ciliées externes non fonctionnelles. Autre cas clinique du coup, cette fois-ci un sujet atteint de surdité moyenne premier groupe, avec une audiométrie symétrique à droite et à gauche, une vocale qui concorde avec sa tonale, et ce patient est très dégradé dans le bruit avec un SIB50 de 3 dB RSB. Quand on regarde au niveau des auto-émissions et de produits de distorsion, toujours auto-émissions ou produits de distorsion en bas, on se rend compte d'une part qu'il y a des cellules ciliées externes qui répondent avec des réponses assez bonnes d'un côté, et aussi du coup une grande dissymétrie entre les deux oreilles qui est confirmée encore une fois avec les données Excel. On se rend compte qu'il y a une oreille qui est positive sur quasiment l'ensemble des fréquences, que ce soit au niveau des auto-émissions et des produits de distorsion, et l'autre oreille qui a un profil tout autre. Donc d'une part, on peut se poser la question, à ce degré de perte, logiquement, on ne devrait plus avoir de cellules ciliées externes fonctionnelles, pour autant, on a ce patient qui répond positivement à plein de fréquences d'auto-émission et de produits de distorsion, et en plus la dissymétrie qui n'est pas du tout visible à l'audiogramme tonal. Pour autant, les techniques d'appareillage sont basées sur les mêmes techniques à droite et à gauche. En conclusion, deux questions émergent. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'une oreille saine? Donc, la constitution du groupe contrôle doit reposer à la fois sur des tests subjectifs, mais également des tests objectifs, comme les auto-émissions et les produits de distorsion, pour permettre de s'assurer de l'intégrité de l'organe de Corti. Et au vu de l'étude, il semblerait que les sujets âgés de plus de 28 ans ne peuvent plus réellement être considérés comme normand entendants. Et les auto-émissions et les produits de distorsion dans le cadre de la surdité. Les sujets malentendants atteints de presbyacousie présentent une dysfonction des cellules ciliées externes. Et pour autant, on a des patients qui présentent un profil différent, auto-émission plus, produits de distorsion plus, comme le dernier patient. Et du coup, ça suggère que cette perte d'audition n'est pas liée à une dysfonction des cellules ciliées externes, mais à d'autres mécanismes. Dans ce cas-là, les systèmes de compression d'entrée des prothèses auditives mis en place ne semblent pas être nécessaires, vu que la compression cochléaire semble être assurée par les cellules ciliées externes fonctionnelles. Donc l'accès à l'audioprothésiste à l'ensemble de ces données lui permettrait de comprendre et d'adapter à la fois son discours et les réglages des prothèses auditives à chaque patient. Merci. Merci pour cette belle présentation. Du coup, parmi...
Un grand merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question qui est très simple. Effectivement, le mémoire est très intéressant. Ça pose la question de comment on intègre des actes qui sont officiellement des actes pour l'instant médicaux, éventuellement dans une pratique audioprothétique, et qu'est-ce qu'on en retire. Déjà, première question, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez éventuellement refaire dans votre pratique future, a posteriori, après ce mémoire ou pas? Alors, pas forcément refaire, mais je pense que orienter le patient vers un ORL qui pourrait... Ouais. Indépendamment du problème politique, à savoir est-ce que vous avez le droit de le faire ou pas? Oui, oui. Non, mais après, je ne sais pas si c'est vraiment à l'audioprothésiste de faire ce travail, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant dans la prise en charge audioprothétique d'avoir ces résultats. Ok, donc ça marche. Et pour vous, quels sont les impacts réels en termes éventuellement de réglage et de prise en charge du patient en fonction des résultats que vous avez sur vos DPOEA et vos TOEA? Du coup, encore une fois, je pense que en fonction des résultats à ces tests, ce serait bien d'orienter le patient vers d'éventuels autres tests type PEA ou ce genre de choses pour évaluer un petit peu la gêne, le problème, identifier la source et après adapter les réglages, mettre en place peut-être des micros déportés pour s'affranchir du bruit ou de la distance, mettre en place d'autres paramètres en fonction des résultats obtenus. Je suis sûr qu'un jour, la génétique va nous aider. Oui, également. Ok, merci encore pour ce travail.